Bonjour, c'est Dr Xi, chargé de module d'anatomie-physiologie, destiné pour les étudiants de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna. Le cours d'aujourd'hui concerne les organes de sens. On va voir la vision, le goût, l'audition, l'odorat et la sensibilité. Les organes de sens sont des extensions spécialisées du système nerveux central. La fonction sensorielle, voir, entendre, toucher, s'ignorer ou toucher. Les organes de sens permettent le recueil des informations sur l'environnement. Cette information peut être chimique, électromagnétique, acoustique, physique ou spatiale. Chaque organe sensoriel répond grâce à des cellules spécialisées à des divers stimuli et sont identifiés des mécanorécepteurs, des chimio ou des récepteurs. Les informations fournies sont directement transmises au cerveau et déclenchent des réactions autant conscientes qu'inconscientes. Nous avons 5 sens en provenance des organes: l'œil pour la vue, l'oreille pour l'ouïe, la peau pour le toucher, le nez pour l'odorat et la langue pour le goût. Le globe oculaire est formé par une enveloppe membraneuse et des milieux transparents. La tunique externe est formée par la sclérotique ou la sclère et par la cornée. La tunique moyenne ou l'UV, elle comprend 3 parties: la choroïde nourricière, le corps cilaire qui contient le muscle cilaire, produit l'humeur aqueuse, point d'attache avec le cristallin, l'iris qui donne sa couleur à l'œil, percé à son centre par la pupille. La tunique interne ou la rétine, c'est siège des cellules sensorielles, cônes et bâtonnets. On distingue la macula ou la tache jaune, c'est une zone d'acuité visuelle maximale. La papille ou la tache aveugle, absence de cellules car la zone d'insertion du nerf optique. Les cônes permettant la vision diurne et la celle des couleurs. Et les bâtonnets permettent la vision avec luminosité faible ou l'obscurité. Pour les milieux transparents, on distingue le cristallin, qui est une lentille biconvexe, transparente et molle. C'est une lentille déformable, elle permet la mise au point au changement des courbures. L'humeur aqueuse, un liquide produit par le corps cellulaire, transparent entre la cornée et le cristallin, continuellement renouvelé, et il maintient la pression oculaire. L'humeur vitrée, c'est un liquide contenu dans une poche, en arrière du cristallin, il maintient la rétine contre les parois de l'œil, constituée de 90% d'eau. Pour les organes annexes, on distingue l'appareil lacrymal qui est constitué de glandes lacrymales. La production des larmes rejoint le sac, puis les canalicules de l'angle interne de l'œil, puis se terminer dans le sac lacrymal. Celle-ci se situe à proximité des fosses nasales et communique avec elles par le canal lacrymonasal qui débouche dans le méa inférieur. Donc le rôle est l'hydratation de la cornée, la lubrification par rapport au mouvement et l'évacuation d'un corps étranger. Les muscles moteurs de l'œil sont destinés à provoquer des mouvements du globe oculaire. Les paupières qui assurent la protection de la partie antérieure du globe en lubrifiant l'œil par leur clignement réflexe. Ce sont des replets cutanés enserrant un squelette fibrocartilagineux et des muscles. Les bords sont garnis de cils pour la protection. La conjonction, c'est la partie interne de la paupière, recouverte à la face profonde des paupières et la face antérieure du globe, et s'arrêtant à la cornée. Elle a un rôle de lubrification. Le sourcil protège l'œil de l'entrée de la lumière et des gouttes de sueur coulant du front. L'ensemble des milieux transparents forme un système optique qui donne un objet situé à l'infini, donnant une image renversée et réduite et se forme sur la rétine. L'accommodation, c'est la capacité de l'œil à voir des objets nettement grâce à la déformation du cristallin, grâce aux muscles cilaires situés à chaque extrémité. Quand l'objet se rapproche de l'œil, celle-ci subit une double pression musculaire verticale, élargissant le cristallin latéralement. Quand l'objet s'éloigne, le corps cilaire se contracte et le cristallin reprend sa position de repos. Le réflexe photomoteur est la constriction pupillaire survenant à l'éclairement d'un œil. Il fonctionne de façon analogue au diaphragme automatiquement d'un appareil photo. La taille de la pupille permet d'ajuster la quantité de la lumière pour la protection de la rétine. La voie efférente parasympathique assure la contraction pupillaire. C'est ce qu'on appelle le myosis. La voie efférente sympathique assure la dilatation pupillaire. C'est ce qu'on appelle la mydriase.
Les cônes et les bâtonnets de la rétine transforment l'énergie des photons en un message nerveux. L'influx converge vers le nerf optique ainsi que l'autre œil. Le point de convergence, c'est la chiasma optique, puis vers l'aire visuelle dans le lobe occipital. La gustation sert à la détection des saveurs, l'ensemble des sensations venant du contact d'un aliment avec la cavité orale. La langue est un muscle mobile, humide, tapissé de cellules sensorielles dont le rôle est la mastication, la phonation et la déglutition. Les glandes salivaires sécrètent la salive chargée d'humecteurs des aliments pour que les papilles gustatives en perçoivent le goût. Les bourgeons gustatifs sont sensibles aux substances liquides ou solides solubles dans la salive. La gamme des saveurs se réduit à 4 éléments seulement: amer, acide, salé et sucré. Chacune d'elles correspond à une zone sensible de la langue et probablement à un certain type de bourgeon. Les papilles sont des éminences de la muqueuse linguale. Les calculs gustatifs, à peu près 10 000, c'est des regroupements de cellules gustatives dotées de des microvillosités émergeant des pores gustatifs. On distingue deux sortes de papilles: les papilles caliciformes qui détectent l'amer et l'acide, des papilles fongiformes qui détectent le sucré et le salé. Elles renferment des bourgeons gustatifs en relation avec le nerf gustatif. Ce manque de diversité des saveurs est compensé par l'intervention d'autres sens. Toutes les stimulations sensitives permettent de donner plus de goût aux aliments et déclencher par voie réflexe à la sécrétion de la salive et du suc gastrique. Le sens du goût s'affine avec le temps. Il s'affaiblit par l'abus des épices, l'alcool et le tabac. L'audition est la perception de l'énergie du son. Lui, le sens qui nous permet d'entendre. L'oreille, c'est l'organe contenant des mécanorécepteurs qui permettent la localisation et l'identification d'un son, la transformation d'une vibration en un flux nerveux et le maintien de l'équilibre. Sur le plan anatomique, on distingue l'oreille externe, formée par le pavillon de l'oreille, qui est destiné à recueillir les ondes sonores et à la diriger vers le conduit auditif externe. Formé de cartilage, il possède sur sa partie inférieure un lobule graisseux qui n'observe que chez l'homme. Le conduit auditif externe, long de 3 cm, fermé par le tympan. Le canal auditif est tapissé par la peau, modifié dans sa structure et dont les follicules sécrètent le cérumen. L'oreille moyenne, formée par la caisse du tympan, entre le conduit auditif et l'oreille interne. Sa face interne répond à l'oreille interne et présente la fenêtre ovale. Sa face antérieure présente la trompe d'Eustache qui aboutit dans le pharynx. À chaque déglutition, elle assure l'équilibre de pression entre l'oreille moyenne et l'extérieur. Les osselets, formés par le marteau, l'enclume et l'étrier. Le marteau est en contact avec le tympan, l'étrier avec la fenêtre ovale. L'oreille interne, formée par le labyrinthe osseux composé du vestibule et du lamisson, la cochlée. Le labyrinthe membraneux, composé de nodes de lymphe, est séparé du labyrinthe osseux par le périlymphe, les canaux semi-circulaires et le nerf cochléaire. Le vestibule n'intervient pas dans la transmission du sang, essentiellement responsable de l'équilibre grâce à la présence de canaux semi-circulaires. Il est responsable de la perception de la position angulaire de la tête. Le lamisson, organe tapissé de cellules sensorielles, reposant sur une membrane basilaire, c'est le récepteur cochléaire ou l'organe de Corti. Le nerf cochléaire et le nerf vestibulaire se réunissent pour former le nerf auditif ou le nerf 8. Sur le plan physiologique, l'oreille externe et l'oreille moyenne permettent la transmission des vibrations sonores. L'oreille interne permet la perception. Dans les canaux semi-circulaires, l'utricule et le sacule, les mouvements de la tête produisent un mouvement de l'endolymphe qui excite les terminaisons nerveuses des crêtes vestibulaires. Des influx parcourent alors la portion vestibulaire du nerf 8 et sont acheminés vers le cerveau. Les vibrations sonores captées par le pavillon de l'oreille sont dirigées par le conduit auditif externe sur le tympan. Elles sont alors transmises par la chaîne des osselets et la fenêtre ovale. La trompe d'Eustache assure l'équilibre des pressions sur les deux faces du tympan, et ainsi son bon fonctionnement. Les mouvements de l'étrier sont transmis à la périlymphe à travers la fenêtre ovale.
Ces mouvements excitant les cellules de l'organe de Corti qui engendrent un influx à travers les voies nerveuses auditives. Les cellules excitées seront plus ou moins loin dans les lames-sons selon la fréquence des sons perçus. L'olfaction est assurée par la muqueuse olfactive localisée sur le toit des cavités nasales, composée de cellules glandulaires qui sécrètent un mucus et assurent ainsi le lavage permanent de la muqueuse. Les axones des cellules olfactives traversent la lame criblée de l'ethmoïde. Leur ensemble constitue le nerf olfactif. Le neurone olfactif aboutit au bulbe olfactif et de là, l'influx est transmis à l'encéphale au niveau du lobe temporal. C'est la fonction sensorielle qui correspond à la perception généralement consciente des substances volatiles présentes dans l'air. Il s'agit d'un phénomène subjectif, difficile à étudier, avec une interaction avec les émotions et la mémoire par le système limbique. Il s'agit généralement de la perception consciente qui peut être sollicitée soit par voie directe, soit par voie rétronasale ou indirecte. La muqueuse olfactive, renouvelée en permanence, permet le discernement des molécules odorantes. Ces molécules gazeuses sont recueillies par les cils sensitifs des cellules olfactives et déclenchent ainsi des impulsions nerveuses qui les adaptent. Diminution de la perception si l'exposition est prolongée. Le sens olfactif humain est fort, peu développé en comparaison avec certaines espèces animales. La muqueuse olfactive, renouvelée en permanence, permet la discrimination des molécules odorantes. Ces molécules gazeuses sont recueillies par les cils sensitifs des cellules olfactives et déclenchent ainsi des impulsions nerveuses qui est adaptable. La diminution de la perception si exposition prolongée. Le sens olfactif humain est fort, peu développé en comparaison avec certaines espèces animales. Avec sa surface, la peau est le plus grand organe de l'homme. La couche la plus externe, c'est l'épiderme, c'est un tissu de revêtement composé de couches de cellules, les kératinocytes et les mélanocytes. Le derme, c'est un tissu conjonctif de soutien, nourricier de la peau grâce aux vascularisations sanguines sous-jacentes. Il mesure de 1 à 2 mm. Il est composé de substances fondamentales, de fibroblastes, de vaisseaux sanguins, lymphatiques, des nerfs et des terminaisons nerveuses fibreuses et follicules pileux, les glandes sébacées et les glandes sudoripares. L'hypoderme, c'est un tissu adipeux d'épaisseur variable selon les régions du corps et les individus. C'est un tissu conjonctif lâche. Au niveau de la peau, il existe 200 corpuscules et terminaisons nerveuses par centimètre carré. La répartition est variée selon la région. La plus énervée, c'est la main. La sensibilité à la douleur par les nocicepteurs, le tactile et perception ainsi que la pression par les mécanorécepteurs, la chaleur par les thermorécepteurs. Le sens du toucher est dû à la présence de nombreux récepteurs et corpuscules superficiels et profonds situés sous la peau. Chacun d'eux a une tâche particulière. Les corpuscules de Pacini informent relativement au tact et à la pression. Les corpuscules de Meissner informent le cerveau que la peau a été touchée. Les disques de Merkel informent le cerveau lorsque la peau est touchée de façon continue. Les corpuscules de Ruffini et Krause informent sur ce qui est thermique, pression et douleur. Les corpuscules de Golgi sensibles à la pression légère. Les voies sensitives montent dans la moelle, les uns vers le cervelet, les autres vers le cerveau. Elles sont fournies d'une chaîne de 3 neurones successifs. Le premier, le protoneurone qui pénètre dans la moelle épinière. Le deuxième, le deutéroneurone dont le névraxe se termine dans le thalamus. Le troisième, c'est le neurone terminal qui se termine dans les croix sensitives du cerveau. On distingue deux voies. La voie léminiscale pour le tact fin, la position, la vibration, avec décusation bulbaire, et la voie spinothalamique pour le tact grossier, la douleur et la température. Le toucher, probablement, est le sens le plus indispensable à la survie de l'être humain. Il permet le contact avec l'environnement et le fonctionne comme un système d'alarme naturel. Sans le toucher, il serait impossible de faire la distinction entre un milieu dangereux et un milieu sûr. Le cerveau n'est pas un magma uniforme, mais il existe une spécialisation par région. Des régions différentes contrôlent différentes fonctions. Exemple, le langage, de la vision, du toucher. Tout le cerveau est impliqué dans l'émotion, mais une partie est le centre, c'est l'amygdale.
Le cerveau nous permet de connaître notre environnement grâce aux organes de sens qu'il dirige nos émotions. C'est lui qui crée notre conscience, notre caractère, notre envie de créer et notre volonté. En conclusion, la fonction sensorielle permet une vie en sécurité, la perception et la communication. L'odorat permet un repérage de gaz toxiques ou de nourriture avariée. Le toucher permet d'éviter les brûlures, les gélures, le contact avec les produits irritants. La vue permet d'éviter le danger et les chutes. L'ouïe permet d'entendre des appels qui nous alertent. Le goût permet une détection de nourriture si l'odorat ne le fait pas. La perte d'un sens est un handicap qui rend plus fragile l'individu. Les autres sens sont renforcés à la perte d'un sens. Sans les organes de sens, la vie sera impossible. Les organes des sens offrent des sensations complexes.